Ouais, c'est maintenant. Je suis dans l'effondrement, ah ouais, effondre, yeah, yeah. Bonsoir. Alors une petite dédicace et un grand merci à Alex pour ce jingle monté aujourd'hui dans la journée avec l'aide d'Anne. Voilà, donc on les remercie beaucoup. Et donc on va commencer sans transition cette soirée tous ensemble. En fait, l'idée c'est quand même de planter un peu le décor de ce festival et de tous les débats qu'on va avoir pendant le week-end. Et la question qu'on a eu envie de poser, c'est effectivement de se demander si cette année, on n'a jamais parlé autant d'effondrement et de collapsologie. On se demandait si justement c'était pas le début de la fin d'un monde ou de la fin du monde. En tout cas, c'est un débat qu'on aura avec nos invités. Et la question qu'on s'est posée pour ce premier jour, c'est effectivement comment on peut vivre et préparer l'effondrement en cours et à venir. Donc, pour passer en revue ces questions, j'ai 3 invités avec moi. Laure, Vincent et Rémi. Je voudrais juste les présenter brièvement. Peut-être je vais commencer par Laure. Je vais dire avec un... T'es en train de me genrer, là? Ouais. T'es en train de me genrer? Ouais, mais pour une fois, ouais, je te genre. D'ailleurs, je vais dire que t'es journaliste humoriste et ça va pas te plaire parce que c'est pas tout à fait vrai. Donc, t'es journaliste, t'as été 15 ans à Libération, tu es auteure et conférencière autour des questions écologiques. Tu es aussi réalisatrice, puisque tu as tourné le film Après-demain avec Cyril Dion, que nous diffuserons demain. Comme tu le dis toi-même, tu es un peu la mamie des youtubeurs écolos. Tu animes une chaîne depuis 2010 avec ton personnage haut en couleur. Pour l'instant, tu n'as pas les lunettes rouges ce soir. C'est Laure Noila qu'on invite, pas Bridget. Ton personnage, donc sacrément caustique, Bridget Kyoto. Ensuite, on a Vincent Mignereau. Ce soir, je dis que tu es chercheur synesthète. Je ne sais pas si j'aurai le temps de parler de synesthésie, mais peut-être que oui. En tout cas, pour ceux qui ne savent pas, on en reparlera tout à l'heure avec un peu de chance. Vincent, tu es le fondateur d'Adrastia, une association qui a pour objectif d'anticiper et de préparer le déclin de la civilisation thermo-industrielle de façon honnête, responsable et digne. Du coup, on y reviendra pour essayer de dire un peu est-ce que ça veut dire qu'il y a des façons malhonnêtes, irresponsables et indignes de traiter la question. Tu es conférencier, écrivain et chercheur indépendant et tu travailles notamment sur la place singulière de l'humain dans son environnement et tu développes une théorie écologique de l'esprit. On essaiera d'expliquer en mots simples, si possible, ce que ça veut dire. Enfin, Rémi. Rémi, je t'ai appelé expérimentateur autonomiste. On verra si j'ai raison, si tu sauras nous expliquer un peu plus de quoi tu veux nous parler ce soir. Tu as donc étudié les effondrements en cours et à venir sous toutes les coutures quand tu travaillais dans l'informatique dans une banque. Et tu expérimentes et transmets les moyens de se préparer à l'effondrement depuis une dizaine d'années. Tu es installé dans le Cantal avec ta femme et tes 3 enfants et tu proposes des diagnostics de résilience de l'habitat aux personnes qui souhaitent devenir autonomes. On parlera de tous ces sujets, notamment dans ta spécialité, l'énergie solaire. Et tu proposes des stages d'autonomie en famille avec votre projet Nos pieds sur terre. Enfin, juste un mot quand même pour me présenter, dire un peu d'où je parle. Je me suis appelée pour blaguer, mais pas tant, Yggdrasilienne néo-rurale. Je suis journaliste, j'accompagne des porteurs de projets engagés dans leur communication, notamment à travers des campagnes de financement participatif. Je fais partie de la joyeuse équipe d'Yggdrasil. On pourra reparler un peu, notamment avec Vincent, de ce magazine qui est un nouveau trimestriel sur l'effondrement et la résilience qui a été lancé en juin. Récemment installé dans le Cantal, j'accompagne aussi Mathieu dans le développement de prise de terre dans notre écolieu. Donc merci à tous les 3 d'être là. Un mot, vas-y. Non, je crois qu'il ne faut pas parler d'Yggdrasil avec Vincent Mignereau parce qu'il va vous défoncer le truc, alors qu'en fait, c'est un super magazine. Voilà. Mais il est entouré de 2 personnes qui écrivent dans Yggdrasil. Donc on va en parler avec moi, nous 2, d'accord. Voilà, nous 2, c'est toi et moi. Okay. C'est plus prudent. Non, mais on aime bien, vous allez voir, effectivement, avec Vincent, on a souvent des discussions de ce type parce qu'on est à la fois d'accord et pas d'accord sur plein de sujets. Mais on débat, on échange, c'est ça l'essentiel. Voilà, c'est ça l'essentiel. Et c'est un peu l'idée de ce soir. C'est, en fait, j'avais surtout envie, pour commencer, de vous partager une des raisons pour lesquelles j'avais choisi Rémi et Vincent pour venir vous parler ce soir. C'est qu'en fait, ils ont des points de vue assez différents, assez complémentaires. Donc, je l'ai dit un peu avec leur présentation, mais voilà, Vincent...
théorie... Attends, je veux pas dire de conneries. Écologique, le deuxième mot est facile. Théorie écologique de l'esprit, pardon. Et Rémi, qui est beaucoup plus dans le concret, qui justement est aussi dans l'articulation entre la pensée et le faire, mais qui est de manière très, très concrète dans la question de l'autonomie au quotidien, y compris avec les personnes que tu reçois chez toi. Pour commencer, j'avais envie de revenir sur ce que j'ai dit dans la présentation de Vincent, c'est-à-dire l'objectif d'Adrastia. Ça m'a interpellée finalement de le reprendre en préparant cette conférence. Le déclin de la civilisation thermo-industrielle. Est-ce que c'est ça l'effondrement? Est-ce qu'il y a plusieurs effondrements? De quoi on parle en fait quand on parle de ces questions de déclin, d'effondrement? J'aimerais en tout cas que cette première partie de l'émission nous serve un peu à dire de quoi on parle, y compris quand on voit de plus en plus d'émissions, de papiers, de dossiers qui parlent de ces sujets avec plus ou moins de nuances. Vincent ? Oui, merci beaucoup Flora. Alors merci pour cette invitation à participer au festival. Je suis ravi. Vous êtes encore une fois très nombreux. On vous voit pas très bien. Je préfère vous le dire. Si vous avez l'impression qu'on regarde un peu dans le vide, c'est parce que vous êtes mal éclairés. Mais en tout cas, voilà. C'est avec vous. Qu'on se regarde nous, c'est bien aussi. Voilà. La question que tu poses demanderait plusieurs heures à elle seule pour être traitée, évidemment. Et puis, depuis la création d'Adrastia en 2014, elle s'est précisée. De nombreux auteurs ont précisé leur point de vue sur ce que veut dire pour eux une transition, un déclin, un effondrement. Et moi aussi, j'ai précisé ma position. Donc, je propose une définition pour un effondrement. Je pense que les sociétés qui perdent la maîtrise sur leur organisation interne et qui perdent la maîtrise sur les flux qui permettent de gérer l'alimentation, évidemment, la santé et la sécurité. Quand il y a une perte de maîtrise sur l'assurance pour le plus grand nombre d'une qualité de santé, d'alimentation et de sécurité suffisante, là, il y a pour moi effondrement. Ce qui veut dire que, dans l'absolu, une société qui déclinerait dans ses approvisionnements, qui perdrait des moyens de s'alimenter chaque jour ou qui perdrait les moyens d'assurer une bonne santé, etc., et qui perdrait les moyens progressivement, qui réduirait la voilure progressivement, mais qui ne perdrait pas la maîtrise, c'est pas la même chose, ne serait pas forcément une société qui se serait effondrée. Alors on pourrait imaginer quelques exemples. Celui qui revient souvent, c'est celui de la société Maya. Ce qui s'est effondré, selon les historiens, ce n'est pas les Mayas, puisque les Mayas existent encore aujourd'hui, on en trouve au Mexique, ils sont présents. Ça n'est peut-être même pas la démographie des Mayas, qui a, semble-t-il, assez peu bougé après l'effondrement des cités Mayas. Et ce n'est pas tout à fait la même chose. Une complexité, un niveau de complexité peut tomber pour des raisons climatiques, énergétiques, de conflits, etc. Une maîtrise se perd, quelque chose se désorganise, mais ça ne veut pas dire que rien ne reste organisé par ailleurs. Les Mayas sont redevenus agroforestiers ou ont réinvesti l'agroforesterie. Alors évidemment, aujourd'hui, on se retrouve dans un contexte tellement contraint et tellement unilatéral, c'est-à-dire que toute la planète est concernée par à la fois la fin des ressources et le climat, qu'on peut craindre qu'il ne soit pas possible d'éviter une perte de maîtrise à un moment donné, et que nous soyons évidemment confrontés à un effondrement sans transition ou sans maîtrise, sans déclin, sans pouvoir gérer correctement ce passage d'un état à un autre, puisqu'une transition, ça n'est rien d'autre que le passage d'un état à un autre. Donc voilà, très brièvement ce que je pourrais dire. Je ne dirais pas qu'il est possible d'éviter un effondrement. En tout cas, on n'est pas obligé de borner toute notre réflexion à quelque chose qui serait forcément, uniquement et de façon univoque, un effondrement. Et justement, pour réagir à ce que tu dis, est-ce que du coup, on ne mettrait pas l'effondrement aujourd'hui à toutes les sauces sans plus savoir très bien de quoi on parle? C'est évidemment le problème contemporain. Beaucoup d'acteurs, dont je fais partie, apportent leur propre définition, leur propre point de vue. La discipline de l'étude de l'effondrement est jeune, même si pour les plus experts, elle a plusieurs décennies d'ancienneté, mais quelques décennies de réflexion sur quelque chose de totalement inédit, c'est finalement pas grand-chose. Le contexte francophone d'étude de l'effondrement vient bousculer le paysage à lui seul. Même au niveau mondial, hein, vous savez que la collapsologie et l'étude de l'effondrement sur le plan sociopolitique francophone est écoutée dans le monde entier parce qu'il y a quelque chose d'inédit qui se passe, de particulier, de singulier qui se passe en France. Que tu peux caractériser? Difficilement, c'est trop tôt. Il n'y a pas assez de recul. Les sociologues, Loïc Stéphan fait partie des personnes qui étudient la population des effondristes, on peut les nommer comme ça, mais il n'y a pas assez de recul, on ne sait pas qui exactement, quel profil
sociopolitique, quel profil psychologique s'investit de la question. On a quelques indices, mais de toute façon, dans l'instant, on ne peut pas avoir un point de vue clair sur la situation. L'effondrement est devenu un buzzword, un mot qui buzz. Et je ne sais pas ce qu'on va pouvoir trouver après, parce qu'il a en plus complètement effacé un mot qui prenait un peu de l'ampleur et qui nous faisait pas mal réfléchir, qui était l'anthropocène. L'anthropocène a quasiment disparu maintenant du discours. Et après l'effondrement, il y a quoi ? Et d'un point de vue médiatique, ça va être très intéressant de voir dans les mois qui viennent, puisque maintenant on va parler en mois, en semaines, ça va aller très très vite, quelle protoforme va prendre l'effondrement maintenant dans la question médiatique. Je vous parie que résilience va redevenir hyper à la mode pour effacer l'effondrement qui vient et qui va nous concerner que ceux qui sont déjà bien au courant. Et toi, justement, parce que je le disais tout à l'heure, Bridget a commencé en 2010. Finalement, tu parlais déjà d'effondrement sans parler d'effondrement ? Ou quelle évolution sémantique tu vois ? Non, mais même... nos faits d'armes n'ont aucun vraiment intérêt parce que, en fait, l'air de rien, on était nombreux avant les années 2000 à en parler. Enfin, pas moi, mais il y a beaucoup de courants qui en ont parlé et ça commence à Meadows et au Club de Rome. Et puis voilà. Et quand les questions d'effondrement arrivent, c'est juste Bridget Kyoto fait une minute nécessaire, la minute nécessaire de Bridget Kyoto sur la tour infernale, la métaphore de la tour infernale. Donc vous retirez votre pièce, puis votre pièce, puis votre pièce, puis tout va s'effondrer. C'est l'histoire des rivets sur les tôles de l'avion. Il y a des rivets qui sautent, il suffit d'un rivet pour que la carlingue de l'avion explose en vol totalement. Donc on ne connaît pas cet effet de seuil, et c'est l'effet de seuil en fait dont on parlait à l'époque pas si lointaine, c'est-à-dire il y a 10 ans même pas. Voilà, et la une de Libé en 2012 qui a été faite, qui s'appelle la fin d'un monde, c'est ce dont on parle ce soir, c'est la fin d'un monde. Donc a-t-on avancé, a-t-on gagné du temps, ça servait à quoi d'être en avance, qu'est-ce qu'il y a après effondrement demain, ça c'est des questions qui d'ailleurs ont-elles un sens aujourd'hui puisqu'on va parler de se préparer. Voilà, donc c'est intéressant de voir que la sémantique, mais en même temps on s'en fout parce que tout va péter. D'ailleurs, Rémi, à ce propos, est-ce que tu as une réaction ? Parce que quand on a préparé, puis quand on s'est rencontrés, on a beaucoup parlé de ces sujets-là. L'effondrement, pour toi, ça a un sens important et tu t'y prépares. Vous y préparez en famille. Ça veut dire quoi pour toi ? Et qu'est-ce que tu y mets derrière ce terme d'effondrement ? Alors, l'effondrement, finalement, au départ, c'est déjà hyper anxiogène. Et puis, passer l'étape de dépression, pour ceux qui arrivent à passer à l'étape suivante, on va passer à l'étape de la reconstruction. On va commencer à essayer de trouver des solutions pour essayer de continuer à avancer. Mais l'effondrement, c'est quoi pour toi ? Ben justement, finalement, l'effondrement, déjà, au départ, c'est un effondrement psychologique, quoi, parce que c'est quand même très, très dur. Et puis, je pense qu'il ne faut pas trop rester sur cette étape-là. Après, quand on a lu tous les bouquins, qu'on comprend qu'il n'y a plus assez de ressources, qu'on va avoir des problèmes climatiques, etc., mais je pense que tout le monde les a lus ici. Je pense que c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à réfléchir à comment atténuer ces effets. Et donc pour moi, l'effondrement, c'est que la société n'arrivera plus à subvenir à nos besoins, et donc à nous de trouver des solutions pour subvenir soi-même à nos propres besoins, en tout cas les besoins vitaux. Mais moi, ça me pose question quand même par rapport au caractère anthropocentré et au caractère occidental de cette notion d'effondrement. J'aimerais bien entendre Vincent là-dessus. Oui, alors c'est encore une fois des questions qu'on pourrait développer pendant des heures. Nous sommes les héritiers d'une culture qui, grâce à un afflux extrêmement grand d'une énergie puissamment libératrice qui est fondée sur les hydrocarbures, je ne vous apprends rien, à mon sens en tout cas, nous sommes une culture qui s'est façonnée un ensemble d'illusions dont la principale est celle d'un affranchissement de l'ensemble des contraintes de la régulation par les lois naturelles. Je pourrais développer ce point, mais en tout cas cet affranchissement des contraintes régulatrices nous a très sincèrement généré une illusion de laquelle nous ne voulons plus nous séparer, c'est l'illusion de la liberté. Et cette illusion de la liberté, elle se décline aussi par la persuasion que nous avons, la certitude que nous avons, que les décisions que nous prenons sont souveraines, qu'elles viennent de nous,
qu'elles viennent de notre intérieur profond, qu'elles viennent de nous et qu'il suffit de les projeter sur le monde pour qu'elles opèrent quelque chose, qu'elles changent le monde et qu'elles influencent notre destinée. Est-ce qu'il y a un interprète en simultané dans la salle? Quelqu'un fait de la traduction en Mignoro? En gros, c'est la merde, quoi. Et on ne veut pas changer. Merci, c'est parfait comme interprétation. Tu fais ça plutôt bien, je crois qu'on va te garder. On fait un bon duo, je pense. Tu viens faire mes conférences avec moi, d'accord? Il est content. Si un simple sourire suffit pour manifester mon contentement, c'est très bien. J'ai mille façons pour le faire, mais ok, on en reste là. Combien il y a de Encore H... content. Combien de hauts potentiels dans les milieux collapsologues? Mais non, Laure, Pas tout de suite, à plus tard. On la repose tout à l'heure. Bon. Mais je rebondis quand même sur ce que j'étais en train de dire. Parce que, selon l'anthropologie et mon interprétation, nous sommes une culture singulière, mais 99% de l'histoire de l'humanité ne se serait pas déroulée avec la certitude que les idées viennent de nous et se projettent sur le monde, mais selon des modes d'organisation où on questionne d'abord l'altérité, on demande aux chamans, on demande aux totems... On prend de la drogue. Ça marche encore. On prend de la drogue, on questionne. Mais c'est pas entièrement faux. Alors faire le lien est compliqué là, mais... Alors que nous, là, en ce moment, on fait l'inverse, quoi. On Voilà. se drogue même pas, en plus. On verra après. Attends, il sait plus ce qu'il raconte, là, tu l'as perdu. Mais je pense que le public a compris, en fait. Ouais, je crois que c'est... Très, Rémi, très longtemps. veux-tu réagir? Ou on passe à la suite? Qu'est-ce que tu fais pousser? J'ai fait trop de drogue. Alors, avant de savoir ce qu'on fait pousser, j'aimerais prendre une première question dans la salle. Est-ce qu'il y a un ou une volontaire pour cette première question? J'en prendrai qu'une seule, mais on en prendra régulièrement pendant l'émission Anthropocène. En revanche, on voit rien du tout, donc il va falloir vous manifester et trouver la personne. Ah, Emeril devant. Quelqu'un de sobre. Hein. Sobre, on a dit, hein. Attends, c'est un micro qui arrive. Merci. J'avais une question pour rebondir sur... comment dire? À un moment, tu as dit l'effondrement, c'est devenu un buzzword. Et puis, on vous sent quasiment blasé sur le fait que ça devienne un buzzword. Est-ce qu'il y a un jugement de valeur de votre part sur le fait que ça devienne finalement populaire? Et donc, est-ce que finalement, c'est parce qu'on cherche à démocratiser ces réflexions pour qu'elles touchent le plus grand nombre ou pas? Voilà. C'est une excellente question. C'est une excellente question parce qu'en fait, moi, je suis un peu la personne pas invitée. Je devais faire une chronique, mais j'étais complètement sèche. Bah, c'est l'effondrement, c'est la merde. Des fois, il y a aussi pas d'idée. Moi, c'est l'humour, la façon dont je passe à travers les gouttes de cette chose-là. Mais on prépare un effondrement technique, on prépare un effondrement matériel, un effondrement des approvisionnements, on se prépare de manière très technique, oui, et matérielle et technicienne quasiment, et on veut raisonner, on est avide. Mais j'ai l'impression qu'on est incapable encore de se préparer à l'essentiel, ce que ça fait à l'âme, au sujet humain. Voilà, et je trouve ça super que l'effondrement soit diffusé, mais j'ai l'impression qu'on est dans une bulle de filtre. Sur Facebook, tous les algorithmes des groupes auxquels j'appartiens, ça se trouve, on se compte, on est tous là. On ne sait toujours pas combien on est. D'ailleurs, il faudrait demander à la salle qui est là grâce à Facebook. On est tous là. On lit les bouquins de Pablo Servigne. Bon, il en vend 20 000. Hein. Je veux dire, Luc Ferry, il en vend 600 000. Hein. Non, il en vend 80 000. Mais bon. Ouais, enfin, sur 3 livres. Luc, c'est sur 1. Et ce que je veux dire, c'est qu'on est quand même vachement dans une bulle de filtre. Donc, les blasés, non, moi, je ne suis pas blasée. Je trouve ça super. Moi, je cherche encore, 20 ans plus tard, la voie de la préparation. Et ce n'est pas les nouveaux arrivants, en général, qui me l'amènent, parce qu'eux, ils vont se taper la dépression dont j'essaye de sortir, etc. Donc, désolé, hein, mais voilà. Et c'est au contraire, non, puis il en faut des mots. Il faut l'effondrement, il faut l'anthropocène, il faut je ne sais pas quoi, la résilience, l'écolieu, l'éco-hameau, la reliance. Il faut tout. Et puis, il faut qu'on se prépare comme on peut. Il faut un peu de pragmatisme. Tu me lances ce regard. Non, mais allez-y. Mais oui, alors la démocratisation, oui, mais à quel prix?
C'est ça en fait. La vraie question qui se pose aujourd'hui, avec un peu de recul sur la diffusion francophone, encore une fois, du discours de l'effondrement et de la collapsologie, c'est qu'il s'est passé quelque chose, une forme d'accélération, une reprise par les médias de ce discours-là, à partir d'un point critique, c'est à partir du moment où le discours de l'effondrement a été aussi accompagné dans dans un même récit, par un récit positif, justement. Et alors, il a dit le mot récit. Eh oui. C'est ça la question, c'est qu'il est sûr que nos sociétés s'organisent à partir de mythes, d'utopies sociales, de projets collectifs qui nous portent vers l'avant, vers l'avenir, vers le futur. Mais si la diffusion du discours de l'effondrement doit nécessairement s'accompagner d'un discours positif à terme, une forme de résurrection après un effondrement massif et une renaissance, il n'est pas sûr que nous restions dans l'analyse rigoureuse et scientifique du discours de l'effondrement. Parce que les mots que tu mobilises, il y a plutôt une dimension religieuse. Oui, plutôt religieuse, apocalyptique, millénariste si on va jusqu'au bout. C'est la grande tradition, on va dire, biblique du récit apocalyptique, qu'on rejoue peut-être avec un mariage plus ou moins heureux avec le discours scientifique. Ce qui pourrait aboutir finalement à des propositions très conservatrices, et c'est un peu ma critique. Finalement, rien ne bouge, mais ça on le voit, et il faut expliquer pourquoi. Peut-être qu'un récit positif, c'est toxique aussi dans la gestion concrète du risque d'effondrement. Rémi ? Alors moi je voudrais dire que c'est un soulagement aussi parce que j'ai commencé à étudier ce phénomène-là au milieu des années 2000 et au départ c'était absolument impossible d'en parler ne serait-ce qu'avec la famille. Aujourd'hui on se rend compte que c'est plus le cas. Je pense que finalement aussi la prise de conscience écologique est très très longue parce qu'on a entendu parler d'écologie à partir des années 70 mais on ne peut pas dire que c'est beaucoup bougé sur les 50 dernières années. Et finalement avec l'effondrement il y a quelque chose de concret et finalement on se rend compte nous parce qu'on a pas mal de gens qui passent par chez nous pour parler de ça que la prise de conscience est peut-être plus rapide et plus efficace que simplement en expliquant qu'il y a des baleines qui sont en train de mourir dans les océans, qu'il faut arrêter avec les plastiques ou je sais pas trop quoi. À partir du moment où on commence à dire que ça va nous toucher directement, c'est dommage d'ailleurs, c'est vraiment dommage, mais j'ai l'impression qu'on va peut-être aller un peu plus vite. Et d'ailleurs, ça me fait une transition vers le thème que j'avais envie d'aborder avec vous. C'est cette question de l'hyperlocal et du global. En fait, cette articulation entre le niveau macro et le niveau micro. Parce que chacun, vous avez des entrées, comme je le disais, complémentaires. Pour toi, Rémi, c'est hyper important, cette question de la vie locale, de l'ancrage territorial, familial, de ton village, de ta région, et de construire cette résilience à partir de ton lieu et de ton territoire. Et Vincent, justement, tu portes aussi un regard sur cette articulation-là, avec cette entrée depuis le macro sur le maillage local. Est-ce que... Elle se moque. Tu veux une interprète aussi ? Putain, je me suis fait mini-érotiser. C'est assez grave, méfie-toi. Merde. Du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. Néanmoins, si. Est-ce que vous pouvez dire chacun un mot, déjà d'abord, pour commencer, sur cette articulation pour vous et de comment ça résonne, ce thème de l'effondrement, à ces différentes échelles. Ça allait, là. Rémi ? En un mot, alors. En un mot. En un mot. En un mot. Oui. Bravo. Échelle locale, hyper-localisation, village. Donc en fait, je pense qu'on est dans une société qui est devenue tellement complexe qu'elle est devenue extrêmement fragile. Et en plus qu'on ne maîtrise pas, nous. On se rend bien compte que même en allant voter ou en essayant de faire un peu boycott sur les grosses entreprises, on n'a pas une grande efficacité. Et donc je pense que c'est plutôt en retournant finalement voir comment on fonctionne déjà nous, personnellement, puis notre voisin, puis notre commune. Et déjà là, c'est pas mal d'essayer de voir ce qui se passe autour de chez nous, au niveau économique, au niveau politique, et d'essayer de se réapproprier ça. D'abord, je trouve ça assez passionnant, et on peut avoir au moins une efficacité sur ce qui se passe autour de chez nous. Donc pour moi, c'est ça l'aspect micro dont tu parlais. Et d'ailleurs, pour vous, c'est hyper important d'être pas du tout dans votre bunker, juste en famille et tout ça, mais au contraire d'être ouvert sur ce qui se passe autour de vous, d'être impliqué dans la vie du village. Oui, alors je ne sais pas si on peut parler de survivalisme ce soir, mais si on peut. Ouais. Mais est-ce qu'il y a un survivalisme doux ?
Je pense qu'il y a un survivalisme égoïste et un survivalisme solidaire. Et typiquement, c'est ça, le survivalisme, c'est survivre. Alors, soit on survit tout seul, soit on survit en se disant qu'il faudra qu'on soit le plus possible à survivre, et notamment nos voisins. Et en plus, c'est extrêmement intéressant de s'intéresser à ce qui se passe autour de chez nous. Ça veut dire abandonner un peu Facebook. Je sais pas, il y a peut-être des adeptes ici ou des dépendants au Facebook. Mais précisément, c'est ça, en fait, c'est d'aller voir les voisins, surtout les vieux, parce que c'est eux qui ont encore de la connaissance. Et puis c'est de voir ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, et se mettre dans les associations locales. Et puis essayer de faire changer un peu les choses à droite, à gauche, mais au niveau local. Moi, je trouve que nous, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est ce qu'on trouve le plus intéressant. Et ça commence à porter les fruits, même... on est dans un milieu rural dans le Cantal, je pense que vous connaissez un peu les clichés, mais ils sont souvent pas très loin de la réalité. Et c'est un peu de boulot, mais au bout de 10 ans, on a arrêté de nous appeler les écolos de là-haut, parce qu'on est au milieu du village, nous. Et au contraire, on commence à venir nous voir, à nous poser des questions, de dire « Ah ben tiens, c'est intéressant ce que vous faites. » Voilà. Vincent ? Alors, à aucun moment, je ne remettrai en question les énergies et les velléités à s'inscrire dans le local, à tenter une forme d'autonomie. Peut-être que je pourrais introduire là encore quelque chose qui prendrait longtemps à expliquer, mais je pense que l'autonomie au sens étymologique, c'est-à-dire écrire par soi-même les lois qui permettent son organisation, écrire ses propres lois, écrire son propre cadre de loi, ça, on a l'illusion qu'on peut le faire parce que nous vivons dans cette culture de la liberté, mais en fait, je crois que ça ne s'est jamais produit de toute l'histoire de l'humanité. L'humanité a composé des cadres de loi qu'elle s'autorise à avoir en interne, mais un effondrement, c'est quand les lois qu'on n'a pas écrites reviennent dans l'organisation intérieure. Et les lois qu'on n'a pas écrites, c'est les lois de la nature, et puis c'est les lois que le voisin, lui, il a écrites pour lui, une autre communauté, un autre pays. Et en fait, ces cadres de loi, aujourd'hui, se jouent et vont se jouer encore très longtemps à l'échelle de tous les continents, bien plus longtemps qu'on le pense dans notre fantasmagorie, un petit peu, justement, d'un effondrement rapide où tout redevient le relocalisé en quelques années. Je n'y crois pas, pour ma part. À l'époque de l'Antiquité, les échanges se faisaient à pied, à dos de mulet, sur tout le pourtour méditerranéen, jusqu'au Proche-Orient et parfois même jusqu'en Asie, des échanges commerciaux, puis des échanges physiques. Les gens allaient à pied à ces endroits-là. Et ils étaient très peu nombreux, 200 millions. Et aujourd'hui, nous sommes 8 milliards de personnes qui, même si on n'a plus assez de pétrole pour assurer les déplacements des citoyens lambda, le pétrole va durer certainement assez longtemps pour assurer les déplacements des troupes militaires de tous les grands pays, de tous les États, qui, eux, contre l'imaginaire aussi qu'on a, ne vont pas s'effondrer tout de suite. À plus forte raison qu'ils vont hériter des reliquats de pétrole qui vont durer assez longtemps et que les guerres asymétriques très perverses peuvent se mettre en œuvre, fondées sur des rapports étonnamment rivaux, c'est-à-dire des armées, par exemple américaines, extrêmement coûteuses et chères, qui vont se confronter à des petites armées locales très difficiles à atteindre pour eux. Il y a des exemples récents. L'armée américaine est capable de lancer des missiles qui coûtent des millions, des dizaines de millions, pour abattre un drone qui coûte quelques dizaines de milliers d'euros ou de dollars. Et ce type de guerre asymétrique, je ne crois pas que ça s'arrête demain. Et je crains qu'une organisation qui ne se focaliserait que sur le local, en fait, n'aurait que l'illusion de la résilience et de l'autonomie, parce qu'elle devra composer avec une sécurité qui se jouera à beaucoup plus grande échelle que ce qu'elle aura envisagé pour l'avenir. Tu dis que c'est une manière de s'extraire du niveau macro qui est superficielle. Et qui est peut-être même une prise de risque. Les sociétés agricoles se sont aussi fondées sur un avantage par rapport aux sociétés de chasseurs-cueilleurs, c'est qu'elles pouvaient, en levant des impôts sur les agriculteurs, sur les personnes qui travaillaient au champ, en levant des taxes, en levant des impôts, elles pouvaient financer quelque chose qui les a rendues beaucoup plus fortes que les chasseurs-cueilleurs, ce sont des armées. Et en fait, nous, on a oublié que l'armée assurait la défense du territoire français, parce que l'armée, la défense, le fait sur les territoires étrangers depuis plusieurs décennies. Mais un effondrement, c'est aussi un retour de la proximité de la défense nécessaire, y compris des territoires agricoles. Et, là je parle de la défense militaire, mais sur le plan économique, nous sommes déjà fragilisés dans l'assurance de pouvoir nous-mêmes être souverains dans l'exploitation de nos propres terres agricoles en France. Vous savez que la Chine a désormais investi la FAO. C'est-à-dire que l'agriculture mondiale va être influencée par une métapuissance, par une méga-puissance, contre laquelle la France seule ne pourra pas grand-chose, et a fortiori un territoire morcelé de sociétés permacoles. Mais alors, Vincent, que proposes-tu ?
Est-ce que je peux reprendre ton expression? C'est la merde. C'est ça, c'est tout le défi. Non, c'est très que... franchement, plus sérieusement tout de même, parce Oui. que l'humour, c'est chouette, c'est juste la politesse du désespoir. Entre l'autonomie qui serait un leurre et les guerres asymétriques et les gros systèmes, enfin les gros États qui maintiennent une puissance guerrière en place, où est-ce qu'on se met? La difficulté, c'est de réintégrer dans nos pensées ce qui permet de gérer toutes les échelles. Alors tiens, Aurélien Barraud parle d'une écologie fractale. Alors ça ne veut rien dire, hein. L'écologie fractale, c'est un terme hyper compliqué qui vient de quelqu'un de très intelligent qui connaît et maîtrise des concepts mathématiques. Moi, je ne sais plus poser une équation depuis la seconde. Voilà, moi, je ne sais plus faire ça. Mais une écologie fractale, en fait, ça peut faire sens quand même, dans le sens où il y a quelque chose qui se rejoue à toutes les échelles. Et ce qui, à mon sens, va se rejouer à toutes les échelles, c'est le compromis et les sacrifices. Et ça, c'est exactement ce qu'a fait l'humanité pendant 99% de son histoire pour rester adaptée à la variabilité de son milieu. On voit bien sur les estimations de la démographie des peuples de chasseurs-cueilleurs, la démographie, elle suivait les aléas climatiques, elle suivait les sécheresses, elle suivait la disponibilité des proies, et c'est tout. Et les sociétés qui savaient s'organiser en fonction de ça, lorsqu'elles étaient en difficulté, elles faisaient des compromis. Elles négociaient avec leurs dieux, avec les entités déifiées qu'elles vénéraient. Et puis, quand il fallait faire des sacrifices, eh bien... Elle tuait les bébés. Merci, Laure. Moi, j'ai une question. Elle tuait des bébés, les sociétés. J'ai une question pour vous deux. 3. En fait, ça résonne comment pour vous, à votre échelle personnelle, cette notion de compromis et de sacrifice dans le sujet de l'effondrement dont on est en train de parler ce soir? Non pas à l'échelle de l'humanité, qui est macro, qui est fortement intéressante, mais de notre vie à nous. Rémi? Ouais, les filles d'abord. J'ai hésité avant de rire. Les garçons d'abord, pardon. Je prends une petite voix ou... Il a demandé s'il y avait une hôtesse pour poser les questions. Et vous pouvez le huer, là. Hein. Je lui ai mis une claque derrière la tête. Parce que si on dit est-ce qu'il y a un hôte pour déplacer le micro, Bon, donc compromis et sacrifice? Alors, de façon très basique, moi je dirais que le premier sacrifice, ça va être celui du confort. Parce que finalement, le pétrole nous a surtout amené ça. On se dit, tiens, j'ai rien à faire ce week-end, je vais aller me baigner à Marrakech. Et je pense que c'est peut-être le premier, des premières choses qui vont être difficiles à accepter pour nous. Donc on devrait déjà préparer le deuil d'ailleurs. Alors je ne sais plus exactement les chiffres, je ne suis pas un spécialiste, mais je crois que c'est 8 fois moins. Donc il faudrait qu'on diminue par 8 notre niveau de confort. Je trouve que c'est déjà intéressant de diminuer juste par 2, c'est-à-dire d'aller 2 fois moins loin en vacances, de consommer 2 fois moins d'électricité, de prendre 2 fois moins de douches, etc. Déjà là, on voit un peu ce que ça donne. Et on imagine que ça sera bien pire que ça. Donc je pense que déjà, le premier sacrifice sera peut-être le sacrifice de son confort. Après, évidemment, des projets, parce qu'il y a énormément de choses qu'on avait prévu de faire, comme faire plein d'enfants ou des choses comme ça. Enfin, vous en avez 3 quand même. Oui, on n'est pas un bon exemple. Pardon, ça, c'était mon joker. Normalement, on n'avait pas le droit de m'en parler. Ils sont pas encore au premier rang, là? Ils sont pas encore au lit, ceux-là, là, ouais. Bon. Non, ils sont à un festival sur l'effondrement. Donc voilà, c'est surtout ça. Je ne veux pas monopoliser toute la parole, mais je pense que c'est à l'échelle déjà humaine et que je pense que chacun peut comprendre. Je pense que c'est déjà ça le premier. Laure? Les compromis, c'est tous les jours, chaque seconde. Je suis venue en voiture. Je crois que hier ou avant-hier, j'ai mangé un bout de viande. Et ouais, je sais. Et les sacrifices, je dirais qu'il n'y en a qu'un, c'est le bonheur peut-être de connaître la maternité. Donc ça, j'ai vraiment sacrifié ce truc que j'ai mis en rapport au soulagement de ne pas avoir du tout à gérer un amour débordant dans les pires moments. Avec le sourire. Maline la guêpe. Ouais. Et de toute façon, c'est un mal pour un bien, parce que j'aime beaucoup vos enfants, surtout quand vous vous en occupez. Donc voilà, c'est ça. Vincent?
Je rebondis sur le fait que tu aies dit que venir en voiture était un compromis, parce que c'est un compromis du coup où tu gardes un certain confort, tu n'es pas venu à pied. Et en fait... Mon cheval est en révision. Demande à Yves. Mais c'est ça aussi qui est étonnant, c'est que dans la gestion d'un déclin, d'une transition ou d'un effondrement, il va falloir aussi éviter de s'effondrer plus vite que les autres. Et je prends un exemple, le Venezuela aujourd'hui est un pays dont on peut dire qu'il se fait effondrer de l'extérieur, en grande partie en tout cas. Et c'est le cas de tout pays qui finalement s'exposerait intérieurement, volontairement et pour des raisons tout à fait vertueuses, dans une ambition de protéger l'environnement. Par exemple, en changeant radicalement de modèle agricole du jour au lendemain et en mettant, je sais pas, un tiers, 40%, 50% de la population en quelques mois dans les champs pour économiser du pétrole et puis restaurer les sols, tout ce qu'on sait, tout ce qu'il faudrait faire d'ailleurs, comme le GIEC le préconise dans son tout dernier rapport là. Mais un pays qui ferait ça tout de suite, immédiatement, dans une politique vraiment presque totalitaire au sens tout le monde le fait immédiatement, pas totalitaire au sens dictatorial, mais au sens positif, c'est-à-dire pour mener une société fantasmagoriquement vers un avenir meilleur, si elle le fait toute seule en premier, elle s'effondre en premier. C'est aussi ce type de compromis que nous allons devoir faire, et c'est quelque chose qui revient fréquemment quand on me questionne. Je coupe, ouais. Non, échelle micro, toi, compromis, sacrifice, Il faut... de toi. Ton sacrifice était compromis. Ta vie, à toi. D'accord. En fait. Toi, Vincent Mignereau, toi. Oui, c'était intéressant, mais c'est toujours intéressant quand il parle, mais c'est aussi intéressant de l'entendre sur ces sujets-là dont il parle moins, en fait. Moi, je finis sur les personnes qui me contactent sont souvent dans le cas de conscience de savoir si elles doivent devenir ingénieurs, avocats, si elles doivent terminer leurs études ou quitter leurs études et ne pas et devenir permaculteur, etc. Et j'ai du mal à leur répondre parce que la société aura aussi besoin de mathématiciens qui sauront calculer les risques en fonction de telle panne des centrales nucléaires qu'on va devoir gérer alors qu'on n'a déjà pas les moyens d'assurer leur démantèlement. Et il va falloir des têtes pensantes et des têtes bien faites. Et il va falloir des avocats pour gérer les conflits qui vont émerger plus ou moins localement. Il va falloir un service juridique ou un État qui sache contrer les dérives d'un policier autoritaire comme on en a peut-être un au gouvernement actuellement. On ne va pas tous faire un retour à la Terre. C'est ça, il faut aussi conserver une forme d'organisation à suffisamment grande échelle parce qu'il y a tout un tas de paramètres à gérer, d'autant plus critiques qu'ils sont en train de s'augmenter en complexité avec de moins en moins de capacité énergétique pour les gérer. Bon. Et à titre personnel... Merci. En fait, je ne fais pas vraiment de sacrifice. Je n'ai pas le sentiment de faire de sacrifice. Moi, j'ai grandi avec la question de la finitude et de la finitude collective. Donc, j'ai l'impression de continuer à grandir en traitant cette question-là et en la partageant et en réfléchissant avec vous. Ça s'en sort bien. Une autre question du public sur ce sujet ? Je ne vois toujours pas bien. Ah si, il y a un bras là-bas. Ça va, t'as des boucles. Bonjour, merci. Alors, deux choses. Vincent, tu parlais de défense tout à l'heure. Tu disais qu'on fait la défense dans les pays étrangers. On fait notre défense, mais on ne parle jamais de l'attaque. Enfin, c'est juste une boutade. Et quand tu disais, dans le cas d'un État totalitaire qui mettrait la moitié de sa population à travailler dans les champs, tu dis que c'est la première à s'effondrer. Je ne comprends pas comment tu... Est-ce que tu peux développer parce que je n'ai pas compris, s'il te plaît. Oui, malheureusement, l'agriculture telle qu'elle existe aujourd'hui est celle qui coûte le moins par rapport aux bénéfices qu'elle génère. Et le bénéfice qu'elle génère, c'est aussi ce sur quoi l'impôt se fait, et c'est ce qui permet à l'État de fonctionner. Et ce qui permet à l'État de fonctionner, c'est aussi ce qui fait que nous avons une défense puissante. En fait, il n'y a pas de découplage dans le pompage des ressources et la construction de la richesse entre une agriculture qui coûte le moins possible et une défense la plus puissante possible. Et c'est le cas depuis que la cité-État existe, peut-être même avant, dès que l'agriculture a été faite et qu'on a eu des factions militaires qui ont été financées par l'agriculture, il fallait que générer de l'alimentation coûte le moins cher possible pour qu'on ait la meilleure puissance possible. C'est ennuyeux, hein. Parfois, on ne sait pas quoi dire une fois qu'il a parlé.
moi, j'avais envie de rebondir. J'avais envie de rebondir un peu sur ce qu'on se disait autour de cette question de l'autonomie et de l'interdépendance, ou parfois de cette illusion d'autonomie. Notamment en reparlant des injonctions paradoxales qui peuvent aller avec ce sentiment de travailler à son autonomie. Je ne sais pas si je suis très claire, je vais reformuler. Laure, une interprétation? Laure, une traduction? T'as compris? Mais Vincent, que proposes-tu? C'est bien, ça va pouvoir être un gimmick. Non, mais en tout cas, ce que j'aimerais qu'on approfondisse, c'est ces tiraillements, en fait. On parlait de renoncer au confort. En tout cas, c'est une quête, d'ailleurs. C'est souvent posé comme ça par les médias qui s'intéressent à ces questions d'effondrement, d'autonomie et de résilience. C'est une quête d'autonomie. Ça suscite chez les gens, et on en parlait tout à l'heure, finalement, de l'anxiété, des inquiétudes, des angoisses, des émotions un peu contradictoires et qui nous tiraillent. J'avais envie de reparler de ces questions avec vous parce que vous ne les abordez pas par le même bout. Est-ce que je peux répondre? Oui. Alors, par rapport à l'autonomie, je trouve qu'il y a aussi un autre volet, c'est que je pense que personne ne sait exactement ce qui va se passer. Par contre, moi, il y a une chose dont je suis sûr, c'est que tout va devenir plus cher. Donc tout ce qu'on va pouvoir produire soi-même sera donc une économie et on aura besoin de moins travailler pour pouvoir produire et subvenir à certains de ses besoins. Donc déjà, je trouve que c'est déjà pas une perte de temps, ne serait-ce que pour ça. La deuxième chose, c'est que reprendre en main ses besoins, la réalisation de ses besoins, que ce soit les besoins vitaux ou autres, c'est hyper épanouissant finalement. Parce que ça veut dire qu'on va devoir acquérir énormément de connaissances, apprendre le fonctionnement de notre corps, par exemple, pour essayer d'essayer de trouver des solutions sur les problèmes récurrents qu'on a, qui sont peut-être pas très importants. Mais tu veux dire de pédaler pour faire ta machine à laver, par exemple ? Je parlais de la santé pour l'instant, mais effectivement, on parlait aussi de l'énergie. Pour expérimenter ce week-end. Déjà, vous verrez demain si vous voulez pédaler un peu. Mais déjà sur sa santé, par exemple, d'essayer d'aller voir les grands-mères, dire finalement comment est-ce que toi tu faisais il y a 50 ans pour te soigner. Tu n'allais pas à la pharmacie dès que tu avais un gamin qui commençait à tousser. Donc déjà, rien que ça, je trouve ça très épanouissant et en plus directement on fait des économies. Donc déjà, c'est pas perdu, si ce n'est qu'on aura un peu moins de temps pour passer sur Facebook, puisque par contre c'est très chronophage de lire tous ces bouquins, parce que ça comprend évidemment la santé, ça comprend l'alimentation, ça comprend l'énergie, etc., etc. Et ça, je trouve que ne serait-ce que pour ça, c'est une expérience qui est intéressante. Et sur l'interdépendance, est-ce que c'est pas aussi justement dans le réseau, si je prends l'exemple qu'on a dans le Cantal, en entretenant des relations proches avec un réseau qui aussi s'intéresse à ces questions-là, c'est aussi des savoir-faire qu'on a les uns les autres qui sont complémentaires. C'est-à-dire il y a ce que toi tu te réappropries, il y a ce que notre voisin, notre ami va aussi se réapproprier, et il y a la manière dont on va pouvoir échanger les savoir-faire. Je pense à Sébastien, par exemple, avec qui tu échanges souvent des trucs et astuces, des objets, des outils. C'est l'occasion aussi de trouver localement des compétences. D'abord dans le village, c'est vrai quand on va voir le papy d'à côté pour qu'il nous explique comment utiliser une faux, d'abord il va être très content parce qu'on ne lui a pas demandé depuis très longtemps. Et du coup, ça va créer un lien fort avec lui et du coup avec toute sa famille, c'est toujours gagné. Et en plus, c'est pas possible d'acquérir des compétences dans tous les domaines. Donc on est obligé d'aller voir un peu à droite à gauche. Donc nous, on a monté un réseau dans le Cantal qui est informel, mais qui commence à être suffisamment nourri pour qu'on ait des compétences dans tous les domaines, dans beaucoup de domaines en tout cas. Et c'est vrai que ça aussi, c'est des occasions d'apprendre des nouvelles choses et puis de créer des nouveaux liens qui sont pour le coup à l'opposé du lien virtuel. Laure, c'est bon, tu voulais intervenir ? Non. J'aime beaucoup cette réponse parce que justement, elle vient montrer en quoi l'autonomie, ça n'existe pas vraiment et en quoi, dès qu'on essaye de se réinscrire dans un territoire et d'y appliquer des techniques, en fait, on reconstitue un réseau qui, de loin en loin, disqualifie l'autonomie. On n'est plus autonome, on écrit des lois ensemble et plus on va avoir besoin de réinscrire la société dans son filet d'amortissement local, plus on va avoir besoin de tisser des réseaux à la plus grande échelle possible dans la mesure des différences géographiques, de la circulation des fleuves, comme c'était un petit peu au Moyen-Âge, où la circulation des flux était non pas locale, mais régionale. On pourrait parler des biorégions. Je crois qu'Agnès Sinaï et Yves Cochet viennent en parler dimanche. Ils en parlent en 2050. Ils en parlent pour 2050. Voilà. Donc dimanche, on en saura plus sur comment constituer un maillage suffisamment efficace
pour exister à suffisamment nombreux avec les ressources d'un territoire. Mais ce n'est pas vraiment de l'autonomie, du coup. Mais est-ce que c'est pas l'articulation entre l'autonomie et l'interdépendance? Je veux dire, c'est pas la disqualification, c'est l'articulation. Oui, je vais loin en disant que la disqualification, que l'autonomie est disqualifiée, mais on écrit des lois ensemble, en fait. On n'écrit pas des lois par soi-même. C'est ce que je voulais dire, en fait. Là Il y a deux niveaux. Il y a le niveau humain, encore une fois. Dans quel réseau je peux m'inscrire? La famille, les amis, puis les voisins, puis par extension le quartier, mais les voisins, mais qu'on ne connaît pas forcément, avec qui on... Enfin, bon, voilà. On n'a pas forcément de choses en commun. Parce qu'il ne faut pas rêver. Moi, je vis dans une ville de 10 000 habitants. Il y a 40% de personnes qui sont allées voter Rassemblement National, 40% En Marche, et qui sont absolument totalement en dehors du spectre de ce qui nous occupe. Même quand je vais voir des voisins, enfin oui, je parle à mes voisins, j'ai des amis voisins, j'ai des amisines, j'ai très bien, mais enfin il y en a la plupart j'aurais offert des bouquins de Pablo Servigne, ils me parlent plus, quoi. Oui, mais ça... Peut-être le tien, ça serait pire, hein, alors... C'est vrai. Du coup, qu'est-ce que je fais? Bon, on essaye d'oublier, on oublie qu'il faut penser à ça. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire maintenant on peut en parler dans des groupes proches, c'est vrai, mais plus des groupes Facebook, paradoxalement, que des groupes qui sont dans le réel, même si évidemment ça monte. Je nous mets tous juste en garde contre la question de la bulle de filtre et de cette impression que... Et quand même, dans cette ville... grâce au projet Renaissance qui a été monté par Thibaut Mallet et Sébastien Beuquignon, ils avaient organisé une réunion à Paris, au groupe Renaissance, un mardi soir, et je crois que la thématique c'était où partir, où monter notre écolieu. Et moi je me suis pointée en débarquant de ma ville, Joigny, en disant cherchez pas les gars, venez à Joigny, nous on a 10 000 habitants, ça manque de collapso qui voudraient mailler la ville dans la résilience, la dissidence, et reprendre ancrage dans une terre qui est un peu en déshérence, avec des maisons, un foncier qui coûte rien. Prenez-nous, quoi, je leur disais. Ça a dû leur plaire. Ça a super marché. Le premier week-end, 27 personnes. Le deuxième week-end, une trentaine. Et puis là, on commence à monter quelque chose. Effectivement, des gens viennent, passent le cap. Les institutions, c'est-à-dire les élus locaux, sont ouverts. Évidemment, tu leur amènes un projet tout cuit. Qu'est-ce qui se passe dans 9 mois ? Élection. Donc c'est aussi le moment, là, maintenant, pour nous tous, où qu'on soit, de proposer une prise, parce qu'il y a l'autonomie d'un côté, il y a la guerre asymétrique de l'autre, mais il y a aussi la ville et les municipales. C'est encore un système qui fonctionne et qui peut éventuellement être une plateforme, ne serait-ce que pour en parler, faire des réunions publiques, monter une liste qui se dissolvera tout de suite s'il le faut, mais en parler, porter cette parole, etc., etc., etc. Donc voilà, je pense qu'il y a l'action politique aussi qui à des niveaux locaux tels que les villes, peut exister. D'ailleurs, il y aura pas mal d'ateliers dans le week-end sur notamment la résilience alimentaire et les questions de sécurité. En tout cas, ces sujets-là que tu viens d'aborder sont importants on parle beaucoup d'alimentaire, on parle très peu d'énergie, et l'énergie, c'est la clé du truc. Et aussi, penser à chaque fois, nous, à Joigny, on a une chance extraordinaire, c'est qu'on a une brique unique quasiment en France, qui est une régie municipale numérique. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un Internet libre et indépendant, monté par un gros geek complètement fan de Dune, la monnaie locale du Bitcoin, nanana. Et voilà, les compétences dans le numérique de demain aussi, sans que ce soit Facebook, c'est comment on communique demain. Enfin, il y a des briques comme ça auxquelles on ne pense pas toujours et qui sont quand même des briques essentielles pour demain. Est-ce qu'il y a une question dans le public sur ce sujet? On ne vous voit toujours pas. Là-bas, je crois. Tu vois une main? Oui, ici, ah, mademoiselle. Monsieur. Ah, ou là-bas. Monsieur, gardez-la, pas pour après, parce qu'on changera de sujet. Oui. Ça marche, merci. Moi, j'avais des petites questions par rapport à ce que Bridget, Laure, tu disais au début. Qu'est-ce qu'il y aura après l'Anthropocène, après l'effondrement? On parlera de résilience. Et en fait, là, on est en train de dire que le système s'écroule, qu'on veut passer à autre chose. Donc, on parle en fait d'arriver à peut-être trouver une nouvelle organisation sociétale qui sorte un peu du capitalisme.
et qui incarne des valeurs un petit peu plus éthiques et morales. Et du coup, ce serait... Apparemment, on a 11 ans pour que la planète entière change de façon de vivre, nous dit les Nations Unies. Sinon, de toute façon, il fera trop chaud et on ne pourra pas survivre. C'est pas 18 mois? C'était pas en 1970? C'est pas fini? C'est cuit. En 2018, il disait 12 ans. Ah. Voilà. J'ai pas compris. Vous pouvez répéter la question? En fait, je me demandais si voilà, on ne pourrait pas essayer de donc, organiser la décroissance, une décroissance qu'on imaginerait de la société, l'organiser globale. Et dans les designs en permaculture, par exemple, la pensée, c'est d'avoir une pensée globale, comme voilà, la pensée Macron. Et après, avec une pensée globale, avec un design de permaculture, on agit en local, comme le fait Rémi, et toutes les actions sont nécessaires, mais il y a un design. Est-ce qu'on ne devrait pas faire un design de l'impact de notre espèce sur notre planète et sur la vie humaine? Voilà. Alors, il faudrait interroger Mathieu, mais c'est demain. Vincent, une réaction? Oui. Même réponse que Rémi tout à l'heure. C'est-à-dire? Mais la question, votre question recoupe toutes les questions qu'il faudrait se poser en même temps, et on a déjà traité un petit peu de ces sujets-là, donc je suis embarrassé pour y répondre clairement et facilement. Le design de l'impact de l'espèce humaine sur son milieu, c'est la question que je pose dans mes travaux, et elle a 300 000 ans d'âge et de complexité de traitement. Donc, est-ce qu'il faudrait... alors, on peut parler de quelque chose que je vais peut-être développer dans mes prochaines interventions, c'est la définition d'une 5e ontologie. Là, je vais vraiment avoir besoin d'un interprète. Laure, prépare-toi. Yes. Une 5e ontologie, ça rejoint un petit peu ce qui est écrit dans le manifeste d'Adrastia. C'est arriver à affronter le monde de demain en réformant notre façon de le penser, mais pas la façon que nous avons en tant qu'occidentaux de le penser, potentiellement la façon que l'humain a de le penser depuis qu'il pense. Vous êtes toujours là? Et c'est ça l'objet d'une théorie écologique de l'esprit, c'est d'essayer de comprendre ce qui a shifté à un moment donné et qui nous a fait devenir l'espèce la plus puissante dans l'ensemble du milieu, de son milieu sur la planète. Et peut-être que c'est notre capacité, une double capacité à préciser et à affiner, mais qui est d'une part celle au déni, la capacité du déni. Nous sommes l'espèce capable de ne pas voir une partie des informations qui lui parviennent et de la rejeter complètement, de l'occulter, de ne pas la traiter consciemment. Après, c'est son inconscient qui traite ça, mais au moins consciemment, ça ne parvient pas jusque-là. Il y a un vrai déni structurel, fonctionnel. Et puis alors, quand le déni, quand ce qui est contenu dans le déni revient dans la réalité, alors dans le déni, il peut y avoir la mort, la destruction, la finitude, tout ce qu'on veut, tout ce qui est négatif. Et quand ça revient dans le principe de réalité, quand le retour du principe de réalité s'impose, ben là on est embarrassé, on ne sait pas quoi faire de ce qu'on a dénié jusque-là, et on s'en débarrasse avec un autre mouvement qui est le rejet de responsabilité. On désigne un tiers qu'on accuse d'être le coupable de ce qu'on n'a pas voulu voir jusque-là. Et ça, en fait, je disais tout à l'heure, les chasseurs-cueilleurs avaient un rapport au réel différent du nôtre, mais ils le faisaient déjà, en fait, potentiellement. Moi, je pense qu'ils le faisaient déjà, en tout cas, c'est mon interprétation anthropologique. Donc, ce que nous pouvons éventuellement envisager, c'est une proposition, il y a extrêmement peu de chances que ça se produise. On ne décide pas de l'ontologie que l'humanité va adopter demain. Ça se fera ou ça ne se fera pas, en fonction de paramètres sur lesquels on n'a pas la main. Mais ce qu'on peut essayer de faire, c'est d'aller voir ce qu'il y a dans ce qu'on dénie pour le réinjecter dans le traitement de l'information. Et ben non, le déni qu'on a... Alors, je peux illustrer, je prends une minute pour l'illustrer. Vas-y. Une part importante de ce qu'il y a dans le déni, c'est notre rapport à la nature. Et on dit tout le temps, on dit partout en ce moment dans l'écologie, il faut se reconnecter à la nature. Moi, je vous dis, nous n'avons absolument jamais été déconnectés de la nature. Absolument jamais. Aucun humain n'a été déconnecté physiquement de la nature. Simplement, le lien à la nature, nous ne voulons pas le voir. Notre lien à la nature, le lien de Laure à la nature ce soir, c'est qu'elle est venue en voiture et que c'est une quantité mesurable de destruction de cette nature. Il a raison. Mais oui. Il a raison. C'est ça, le lien de Laure Noila à la nature. Comment voulez-vous rester écolo sans devenir dépressif en écoutant ça? Attention, elle prépare un livre.
Il a raison, il a totalement raison. Et tous les euros que nous gagnons ou que nous recevons sur notre compte en banque à la fin du mois, c'est ça notre lien à la nature. Cette somme-là est connectée à une quantité de pétrole, grosso modo, donc à une quantité de destruction. C'est ça notre lien à la nature. Quand on fait des stages de reconnexion à la nature et qu'on se reconnecte à celle qu'on veut voir de nature, celle qu'on préfère, les jolies fleurs, la terre qui est agréable à toucher dans les mains, embrasser l'arbre, faire des câlins, voilà, aux différents éléments, porter des cailloux, parce que la sensation du caillou, c'est un élément naturel et c'est une sensation fantastique dans la main. Mais c'est pas ça de la nature, en fait. Notre connexion à la nature, eh bien, c'est la quantité de destruction qu'on opère. Et vu que cette quantité... C'est quoi pour toi la nature? C'est la la quantité de destruction qu'on opère, enfin. Tu vois, j'essayais de lui faire encore dire un truc personnel. Ah. Et c'est justement ce que je ne rejette plus de moi. Ouais. En fait, je suis naturel. Voilà. Je suis un produit de l'évolution. Je suis le produit de 4 milliards d'années d'évolution de la vie sur la planète Terre. Je suis celui qui porte, pour être ce que je suis, un être pensant, avec une culture, des amis, l'occasion de faire une conférence ce soir, une table ronde. Je suis ça. Et dans tout ça, il y a une grosse part de destruction irrémédiable, irrévocable. Et je peux même aller plus loin dans la dépression de l'or, si elle veut bien. Il y a une part d'avenir. On a encore besoin de toi alors ce week-end. Dans ma vie quotidienne, dans tous mes actes, il y a une part d'avenir que je prends à des humains demain. C'est extraordinaire, c'est complètement ça. Je pense que je vais mieux dormir ce soir. Moi, c'est pour ça que j'en ai pas fait. Comme ça, je peux tout prendre. Stabiliser les émotions, puisque c'est ce qu'on cherche tous à faire. Si on se reconnecte à un truc fantasmagorique qui n'a pas de réalité et qui est une nature idéalisée, sacralisée, ça ne peut pas marcher, parce que ça n'est pas notre lien réel à la nature. Rémi ? Moi, je pense qu'il faudrait qu'on change les 20 personnes qui sont en train de pédaler dehors pour les spots. Parce que je sens qu'ils ne vont pas tenir longtemps. Ouais, ils ne vont pas tenir longtemps. Ouais. Mais c'était pour qu'on arrive à compenser un peu la quantité de pétrole qu'on utilise pour que vous puissiez nous voir. Et il faut savoir que c'est quand même ça aussi que... Donc c'est ça aussi. Surtout, ça ne va pas durer. On est en train d'impacter en permanence, y compris ce soir. Il doit y avoir un petit compteur à la quantité de pétrole qu'on consomme uniquement pour se faire... je ne sais pas si on se fait du bien d'ailleurs, mais c'est ça, en permanence, il faudrait se le dire quand même. Et moi, j'avais envie d'enchaîner absolument sans transition aucune sur la question des solutions, en fait. Parce que, voilà, ça va être positif. Non, justement, ça va pas être positif, parce que cette question des solutions, c'est un mot qu'on entend souvent, et c'est un mot qu'on n'aime pas beaucoup. Souvent aussi dans les milieux qui s'intéressent aux questions de l'effondrement ou de la collapsologie. Aussi, on n'y met pas tous la même chose derrière ce mot « solution ». Par exemple, c'est un mot que tu peux utiliser assez facilement. Pour autant, tu n'y mets pas la même chose que Vincent. Vincent, c'est quoi pour toi une solution et en quoi c'est une illusion ? Je veux bien laisser la parole un petit peu. Moi, j'ai pas de souci. Je préfère entendre Rémi d'ailleurs. Mais tu peux. Mais je n'utilise plus le mot solution. La blague en interne dans l'association Adrastia, c'est que celui qui dit solution a un gage parce qu'il n'y a pas de solution. Alors que pour toi, c'est un mot qui reste important, qui a du sens. Je pense que je vais continuer à plomber. Pour moi, il n'y a pas de solution. Je suis désolé, mais on ne peut pas sauver une société qui va aussi vite, qui consomme autant et qui ne fait attention à rien. Donc non, on ne peut pas sauver la société. Donc il n'y a pas de solution pour sauver la société. Il y a des solutions pour sauver un peu sa conscience. Qui sont ? Pédaler pour nettoyer son linge. Je pense que tu en as d'autres, non ? Non, mais c'est vrai. Je suis sincère. Je pense qu'il n'y a pas une solution. Il n'y a même pas des solutions. Il y a des micro-solutions pour nous, pour essayer de se dire oui, moi je vais essayer de diminuer mon impact, etc., ou de me sentir mieux, ou d'avoir bonne conscience. Mais c'est tout. Je suis désolé. D'ailleurs, c'est une expression. Attendez, les garçons. Il n'y a pas de solution. Cela veut-il pour autant dire qu'il n'y a rien à faire ? Exactement. Mais c'est justement. Merci Laure de cette question pertinente. Exactement. Quand je parle de soulager sa conscience, c'est déjà ça. C'est déjà vachement bien.
Parce que alors, si on est tous dépressifs dès qu'on commence à s'intéresser à ce sujet, on n'avancera pas et puis on va partir sur des vagues de suicide. On diminue l'espèce humaine. Oui, alors ça c'est un peu ce que j'avais envie de dire après Vincent, parce que finalement, en gros, on est les pires parasites de la planète. C'est peut-être pas un drame si on est éradiqué, quoi. Ça va là? Ouais. Alors, Vous connaissez la blague d'Hubert Reeves? Quand il démarrait ses conférences, enfin il en fait moins maintenant, mais il démarrait ses conférences avec l'histoire de la petite planète bleue qui rencontre la petite planète blanche. Puis c'est la petite planète blanche qui avise la petite planète bleue, laquelle est fatiguée, un peu souffreteuse. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Oh, j'ai pas ce que j'ai chaud, j'ai mal à la tête, je me sens lourde, j'ai mal digéré, j'ai dû manger un truc. Ah non, l'autre de la blanche, je lui dis mais non, je sais ce que t'as. Et t'inquiète, c'est l'humanité, ça part tout seul. T'as attrapé l'humanité, ça part tout seul. Bon. Parfait. bon, je sais pas, moi, si je continue. Hein. Je vais peut-être vous laisser, en fait, tous les trois. Non, mais il voulait dire, dans la blague, la petite planète blanche voulait dire l'humanité du XXe siècle, du XXIe siècle. Tu verras, celle du XXIe, elle est vachement plus cool. Bah, elle sera moins nombreuse. Je voudrais quand même rester sur cette histoire des solutions. J'y tiens. Et notamment, peut-être on va changer un peu légèrement de vocabulaire. Ça, je voudrais bien faire réagir Rémi à cette expression de Vincent. Vincent parle d'activités en contact avec la réalité. Il faut développer des activités en contact avec la réalité. Donc le contact avec la Terre, les relations avec les proches, c'est absolument fondamental pour éviter la dislocation. Alors, ça va être dur de dire qu'on se sent mieux quand on est connecté à la nature, après ce qu'a dit Vincent. Mais... Non, mais sois toi-même, Rémi. Bien. Non, effectivement, je pense que... moi, j'ai quand même l'impression qu'on s'est déconnecté de la nature, alors pas sur une histoire d'impact, mais simplement de connexion directe, ne serait-ce que d'une raison purement scientifique. C'est depuis 150 ans, on a inventé les polymères, donc on n'est plus en contact physique avec la nature puisque nos semelles ne sont plus conductrices. Or, on récupère des électrons par la surface de la planète. Ça, c'était le moment scientifique, après je m'arrête. Mais ça prouve que déjà, d'un point de vue purement électrique, quand on marche pieds nus sur la planète, on récupère des électrons qui sont bénéfiques pour notre corps. Donc déjà, rien que ça, si vous essayez vous-même de marcher pieds nus, de marcher dans la mer, etc., vous allez vous rendre compte que ça a des effets bénéfiques. Donc je pense que notre société nous a éloignés de tout ça. On peut passer une journée sans toucher la Terre. Et pour avoir été un geek et un hard gamer, je passais mes journées devant mon ordinateur. Il y a un jour, je me suis dit, ça va pas aller. Je crois que je me suis trop éloigné de mes valeurs. Et c'est à ce moment-là que j'ai lu les bouquins de Yves Cochet, Pétro Apocalypse. Et effectivement, là, je me suis dit, non, mais ça ne va pas du tout. Je vais essayer de me reconnecter à la nature. Je vais essayer d'avoir des activités qui sont en rapport avec mes valeurs et donc l'écologie. Et effectivement, je me suis senti mieux. J'étais plus en accord. Et là, j'ai pu partir dans un projet de vie, sachant quand même, en ayant bien conscience de cette histoire d'effondrement. J'ai pu fonder une famille, rénover une maison, etc. Enfin, tout ce que je fais aujourd'hui. Donc, je pense que dans tous les cas, c'est bénéfique. Et je crois que c'est anxiogène de rester en permanence dans un milieu complètement déconnecté. Et donc, même si effectivement il y a cette histoire d'impact, moi je crois que c'est quand même important. Ça répond à la question là? Absolument. Bon. Oui, mais je peux faire court si vous voulez. En utilisant le mot solution, en proposant une adaptation quelconque avec le mot solution derrière, vous êtes à peu près sûr que dans les 6 mois, Danone va s'en servir pour vendre des yaourts. Alors que si vous faites une proposition et que vous dites que ce sont des aménagements nécessaires pour que la société tienne le coup, vous avez peut-être une chance de discuter avec des députés. Et je fais écho au travail de Stéphane Linou, par exemple, qui est là et qui, je pense, n'est pas dans la fantasmagorie du changement de modèle agricole, il est dans la nécessité. Et il sait bien que ça n'est pas une solution. Il sait que c'est nécessaire. Et quand on change de registre de vocabulaire, en fait, on n'a pas les mêmes interlocuteurs et on n'a pas la même influence sur la société. Je pense vraiment que le terme solution est procrastinateur par essence, démobilisant. Les gens se cachent derrière pour ne rien faire, et encore plus le gouvernement et les industriels et les lobbies. Oublions la solution et travaillons vraiment.
J'ai envie d'applaudir aussi. Et sur ces activités en contact avec la réalité, en fait, on parlait de ça parce que justement, je te disais, bon, bah, alors si quoi qu'on fasse, de toute façon, on fera mal, on aura un impact complètement pourri et que, de toute façon, toutes les actions qu'on peut entreprendre arriveront d'une manière ou d'une autre à cet effondrement qu'on essaye de limiter. Oui, mais c'est une posture d'humilité. C'est justement quitter l'idéal de nous-mêmes, qui a été une construction totalement artificielle du XXe siècle. On n'est pas parfait, et tant pis, c'est pas grave. Et sur ces activités en contact avec la réalité, ça veut dire quoi de manière concrète? Pour toi, par exemple? Pour toi, Laure, est-ce que ça évoque quelque chose? C'est-à-dire, ce que tu disais par rapport à la préparation aussi. Mon travail, moi, je sais pas, depuis 2000, je travaille à faire passer l'information. Je me lève le matin, je me couche le soir, je pense qu'à ça, je ne vis que de ça, je ne fais que ça. Et c'est marrant, je pense que je suis la plus impréparée de vous tous. Parce que j'ai plutôt eu envie d'alerter, j'ai pas de solution. Quand on m'a parlé à un moment donné, il y a très récemment, du journalisme de solution, j'ai cru que je défaillais. Mais ça occupe toute une nouvelle génération de journalistes qui, effectivement, veut se mettre sur les options donc des écolieux, de la transformation de la société, de l'intérieur, de nouvelles gouvernances, de nouvelles... Et il en faut aussi... Et ben moi, je suis une fille à problème et je pense qu'il faut encore déconstruire le vieux monde. Je préfère faire des enquêtes sur le nucléaire pour Arte que un truc sur... ou déconstruire ce qu'il y a... Enfin, je ne sais pas quoi vous dire, mais c'est pas que ça ne se compare pas, ça s'additionne. Voilà. Il faut un journalisme de solution et un journalisme de déconstruction. Il faut une vie à déconstruire son imaginaire. Et puis, il faut que les imaginaires de demain soient déjà un peu nettoyés, nos scories à nous, quoi. Voilà, mon travail, je dirais que je suis mon propre problème et ma propre solution. Il y a aussi une chose, c'est qu'en ayant conscience de cet effondrement et de notre impact, on peut quand même continuer à profiter de la vie, et en ayant une vie qui est plus proche de la nature, je pense qu'on peut plus facilement en profiter en disant qu'à chaque fois qu'on est en train de faire quelque chose, on n'est pas en train de détruire encore plus la nature. Et donc ça permet d'être encore un peu positif. Est-ce que quelqu'un a envie de rebondir dans la salle? Oh, s'il vous plaît, rebondissez, oh. Oh. Soyez résilients. Bonsoir. J'avais une question sur l'espèce humaine et la nature étant bien faite, les écosystèmes en général s'autorégulent. Et cet effondrement qui vient, quel que soit le nom qu'on lui donne, est-ce que ce ne serait pas une autorégulation de notre écosystème? Tout simplement, et ce n'est pas la solution que l'écosystème a trouvée pour retrouver un état d'équilibre. Je peux répondre? Je pense qu'on peut te laisser la primeur. Alors bon, les écosystèmes, ils n'ont rien décidé, ils n'ont pas choisi de nous éliminer. On ne va pas personnifier la nature plus qu'elle ne l'est déjà dans nos habitudes. Par contre, effectivement, vous avez totalement raison. L'humanité, depuis qu'elle a développé des capacités cognitives, physiques et techniques, elle n'a fait que repousser le cadre des lois naturelles que j'ai un petit peu évoqué tout à l'heure. Ce que j'appelle les lois naturelles, en gros, c'est la thermodynamique, les lois de l'énergie, et la sélection naturelle, c'est-à-dire celui qui ne peut pas assurer sa propre survie, il meurt. Voilà, c'est assez basique. Et nous, on a repoussé tout ça pour notre bénéfice, ce qui nous a permis de passer de quelques dizaines de milliers à quelques millions sur la planète Terre, à 8 milliards aujourd'hui. On a repoussé les contraintes de la régulation, c'est-à-dire que nous assurons notre alimentation, notre santé et notre sécurité mieux que nous l'imposerait le cadre de la vie si nous n'avions pas des techniques, un corps tel qu'il est et surtout un cerveau très, très puissant. Et votre question est fondamentale dans le sens où le cadre des lois de la nature a 3 caractéristiques qui vont nous poser de plus en plus de problèmes. La première est qu'il est autoritaire, ce cadre. Si vous ne pouvez pas, si vous êtes un être vivant quel qu'il soit depuis 4 milliards d'années sur la planète et que vous ne pouvez pas assurer votre alimentation, donc l'approvisionnement en énergie, votre santé, c'est-à-dire le bon fonctionnement de votre métabolisme, et votre sécurité, c'est-à-dire éviter d'être mangé, si vous ne pouvez pas assurer ça, vous mourrez. C'est binaire. Si un des 3 paramètres est mal géré, vous mourrez. C'est totalement autoritaire.
le cadre des lois naturelles, il est totalitaire, parce qu'il n'y a pas un seul être vivant sur toute la planète qui n'y soit pas soumis. Pas un seul. Et nous non plus, enfin nous aussi, nous y sommes soumis. Et la dernière caractéristique du cadre des lois naturelles, c'est qu'elles sont arbitraires. C'est-à-dire qu'une jolie fleur qui pousse, qui se languit au soleil dans une jolie prairie, elle est jolie, elle est jaune, elle attire les abeilles, elle veut se faire butiner pour se reproduire dans les meilleures conditions possibles. Ben, avec toute la meilleure volonté, si on personnifie encore la nature, avec toute cette énergie de vie qu'on peut lui attribuer, le premier ruminant qui passe, il va la bouffer en fait. C'est ça la vie. La vie, c'est un truc autoritaire, totalitaire et arbitraire. Et alors, on n'a pas voulu laisser faire la vie, comme vous le soulignez, parce que nous sommes une espèce comme toutes les autres, qui, lorsqu'elle a une technique à disposition ou une capacité d'adaptation à disposition et qu'elle y trouve bénéfice, et là on peut convoquer les émotions, en fait, ça sert à ça, les émotions, ça sert à aller vers les attracteurs qui facilitent notre adaptation. Stéphane Boller en parle dans son livre Le bug humain. Nous avons des surcharges de dopamine qui servent à viser les cadres d'adaptation qui nous favorisent pour transmettre nos gènes et être plus nombreux, etc. Eh bien, notre évolution d'espèce humaine, ça a été de suivre nos émotions pour faciliter notre adaptation au détriment, en repoussant le cadre des lois naturelles, mais du coup en repoussant toute la vie autour de nous. Maintenant que nous avons de moins en moins d'énergie pour repousser ce cadre des lois naturelles, il revient. Il se réimpose à nous, vous le disiez très bien. Alors je termine là-dessus. C'est peut-être un raisonnement alambiqué, un petit peu capillotracté, mais il faut arriver à penser cela. Si nous voyons réapparaître dans notre organisation de façon à la fois planétaire et quasi simultanée des pouvoirs politiques qui partagent plus ou moins, chacun à sa façon, un des trois critères, les deux ou trois, ça n'est pas forcément innocent par rapport au contexte de crise économique, écologique et au risque d'effondrement. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a des choses qui sont de l'ordre de l'autoritaire, du totalitaire et de l'arbitraire qui pourraient se réimposer, à plus forte raison que nous ne serions pas vigilants et que nous ne serions pas organisés à toutes les échelles possibles. On en revient à l'écologie fractale, au travail de Rémi, il y a tout ce filet de réception d'une société fragile que nous devons mettre en place. Voilà ma modeste réponse à votre question, qui est complexe, mais en tout cas, c'est le risque aujourd'hui. J'allais dire, mais Vincent, que proposes-tu ? Mais je me suis ravisée. Mais j'aimerais bien qu'on n'évacue pas cette question des émotions, parce qu'effectivement, c'est toute la question de comment on peut appréhender ces phénomènes complexes à des échelles voilà, qui s'articulent et qui se répondent les unes les autres. Et pour autant, ce vécu dont tu parlais aussi, Laure, en fait... On vit avec ces sujets-là au quotidien, on se lève avec, on s'endort avec, mais après c'est ce qu'on disait aussi, c'est que c'est nos préoccupations dans notre bulle de filtre, et finalement, même si on renonce à une partie de notre confort, on est quand même relativement, en tout cas parmi les gens qui sont présents ce week-end, on est quand même plutôt à l'abri de ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que nos besoins les plus primaires, ils sont quand même relativement... je ne trouve plus ma phrase. Ils sont... Je recommence ? Non, justement, pas modestes. C'est-à-dire que globalement, ils sont... la vie répond à ses besoins. Je me suis perdue dans une branche. Voilà, ça arrive. En tout cas, ce que j'avais envie de dire, et je laisse tomber la branche, je reviens en arrière. On pourrait revenir au HP si tu veux, Laure, tout à l'heure. C'est qu'en fait, cette question des émotions, pour moi, elle est indissociable de cette réflexion qu'on a sur l'effondrement. C'est-à-dire que c'est d'abord notre propre effondrement intérieur et les peurs qu'on peut avoir aussi primaires que de mourir soi-même, que de devoir choisir entre... lequel de nos proches on va nourrir, sacrifier, des peurs qui sont primaires, primales, auxquelles finalement on doit faire face de manière quotidienne quand on s'intéresse à ces questions-là. Comment vous les traitez, comment vous les appréhendez, et comme tu le disais aussi, en fait on n'est pas préparé antérieurement. Comment tu vis toi cette question-là ? Mais moi, je ne vis pas dans une série de Netflix non plus.
On est encore là. Je me projette pas à ce point dans un monde où la question c'est lequel de mes proches je vais accepter de voir partir le plus vite. J'ai intégré totalement une acceptation totale de la mort, ma propre mort. Je préférerais mourir que d'aller dans un combat de survivaliste. Pourquoi ? Pour aller où ? Pour aller 500 mètres plus loin ? Non. Cette question est très difficile. Il faut se connaître soi-même. Je n'ai pas du tout envie, mais la question des émotions est... je suis comme tout le monde, plus que Vincent, un être très émotif. Non, mais si, parce qu'en plus... Vincent les cache. C'est un être à l'émotion froide. T'es un être de sang-froid. T'es un être de sang-froid. Ouais. Il les cache. Assumé, tout va bien. Oui, hein. Et il est plutôt varan, et moi je suis plutôt hyène. On ne sait pas d'où ça vient, mais ça marche, donc on prend. Hein. Je sais pas, je me voyais... Bon, ok. Nous, on s'en sort bien pour l'instant. Je fais avec mes émotions et j'essaye de les gérer au mieux, notamment avec un super allié qui s'appelle le vin bio. Ou naturel. Naturel, nature, ce que tu veux, biodynamie, peu importe. En tout cas, voilà, ce que je disais, je sais plus, peut-être à toi tout à l'heure, parce qu'on a longuement parlé. Je me lève le matin, il y a des jours, ça va très bien. C'est grosse patate, je vais aller embrasser un arbre. Je vais après faire un papier sur une solution. Et puis après, le soir, non, ça va plus du tout. Donc en une journée, je passe par des vagues d'émotions quasiment quotidiennement. Alors je veux bien faire du travail qui relie, je veux bien faire de la méditation, je veux bien faire de la forêt walking où j'embrasse les arbres et tout ça. Il y a quelque chose en moi qui résiste parce qu'il y a quelque chose d'intranquille en permanence. Voilà, donc je vis avec une intranquillité permanente, mais je gère. Après, l'idée, c'est pas moi qui compte, c'est comment j'imagine que la horde de personnes qui n'est pas encore là où vous êtes ce soir va arriver. Je pense que c'est pas l'intranquillité qui va vraiment être de mise, c'est plutôt une espèce de peur panique, d'incompréhension totale du rouleau compresseur qui va arriver dans une rapidité extrême. Et il va falloir qu'on gère aussi les émotions des autres. D'où ces questions qu'on se pose de survivalisme, pas survivalisme, de se défendre, pas se défendre, de s'isoler, de faire corps avec d'autres, de faire entraide. Mais est-ce que l'entraide à 10 000 habitants ou dans un hameau de 500 habitants, ça va suffire si on a des hordes de personnes qui arrivent absolument en panique et qui viennent pomper toutes les cultures de la régie municipale agricole que vous Yves Cochet, ça suffit, hein ? Que vous aurez mis en place après 10 ans d'efforts. On ne sait pas. Donc moi, tant que je ne sais pas, je ne veux pas jouer avec ça. Sinon, effectivement... mais c'est intéressant d'un point de vue de fiction. Il paraît qu'il faut faire des nouveaux récits. On peut faire des récits très gore comme ça, mais... J'ai pas la solution. Si vous l'avez, venez demain au spectacle collaboratif que je vous propose de monter, c'est-à-dire amener vos solutions de comment vous allez bien, de reliance, de résilience, pour pas se tirer une balle, pour être ensemble, pour tenir sur le long terme et dans l'intranquillité en même temps. Ça me rappelle une blague, c'est 2 humains sur la planète Terre en 2320 et ils découvrent un vieux magazine. Dans le vieux magazine... ouais, non, c'était pas Yggdrasil. Il voit qu'il y a... Ça va, il l'avait laissé tranquille, là. Dans le vieux magazine, il voit un encart et puis il y a l'événement sans transition qui parle d'effondrement. Alors les deux compères de l'humanité du futur se disent « Ah oui, c'est bien, les humains de 2019, ils parlaient d'effondrement. » Et l'autre, il demande « Mais ils faisaient quoi alors ?» Des spectacles. Mais ça serait presque une conclusion. Mais non, pas encore. Un mot, Rémi ? Moi, je fais volontairement abstraction des pires scénarios. N'empêche, j'en ai vu un super tout à l'heure. De spectacle ? Ouais, oui, ça va. Hein. Ce qui nous est dû. Ouais. Oui, je disais que moi, je fais volontairement abstraction des pires scénarios parce que je les trouve pas constructifs. Et j'ai envie de continuer à avancer, donc voilà. Ok, on va aller... Les émotions. C'est ça. C'était d'accord. Ok. J'aurais pas plus. Non, t'auras pas plus. Ok. Pourtant, c'est important les émotions. Ok. Je suis pas très bon sur la gestion des émotions. Peut-être avec Vincent, on a des points communs là-dessus. Non, mais je vais aller faire le travail qui relie, moi, dehors. Puisque tu tiens à avoir des réponses sur la gestion des émotions, me confronter, moi, à ma part obscure
qui m'accompagne en tant qu'être humain, ça a été pour moi lever une très très importante charge de culpabilité. Ce qui a, du coup, considérablement tempéré mes émotions. Voilà. C'est là, moi, où il m'aurait peut-être fallu l'interprétation de Laure. C'est je m'en bats la rate, c'est ça? C'est je m'en bats complètement. Mais non, justement non, parce que la culpabilité, le sentiment de culpabilité est totalement démobilisant. On ne peut rien en faire. Il sidère et on est bloqué. J'ai pas entendu. Et surtout no future. J'ai pas envie qu'on termine là-dessus. D'autres questions, Flora? Oui, une question du public. Madame là-bas. Merci. Merci de prendre ma question. Merci à vous tous pour vos interventions. La question de la culpabilité me fait réagir parce que, en fait, là, je sors d'une tournée des écolieux. Un peu, j'ai été voir un peu ce qui se faisait à droite à gauche et j'ai été de nombreuses fois face à la spiritualité de plein de manières différentes. Ça se traduit de beaucoup de façons. Et en fait, j'ai commencé, moi qui suis complètement novice de tout ça, j'ai commencé par me dire que c'était une bonne solution parce que ça permet de se reconnecter effectivement avec la nature le plus souvent, de vivre en harmonie avec soi, avec ses principes, ses valeurs, etc. Et en même temps, je me dis, est-ce que c'est pas juste une façon de se déculpabiliser? Est-ce que ça permet pas simplement de remettre un peu la faute sur une espèce d'entité un peu surpuissante ou qui nous dépasse et enfin voilà, c'est une question qui s'est beaucoup posée ces derniers temps. Je ne sais pas si d'autres la partagent, mais est-ce que c'est une bonne solution de se réfugier dans ce genre de choses? Oui? Non? Oui? Moi, je crois que c'est une question éminemment intime et personnelle. Et je ne serais absolument pas du tout la personne pour répondre à cette question. C'est à vous de trouver, vous la posez, de trouver le chemin. Si la spiritualité, quelle que soit sa forme, vous tranquillise, vous fait du bien, vous déculpabilise, si c'est ça que vous voulez, ou si pas du tout, et que c'est que de la foutaise, et que vous n'avez pas besoin de ça pour avancer, c'est éminemment intime. Après, il y a effectivement un courant, plusieurs courants. Il y a Pablo Servigne qui, dans ses bouquins, vante une technique qui s'appelle le travail qui relie, qui vient de Joanna Macy, qui a été développée dans les années 80, notamment auprès des victimes de Tchernobyl. Et le processus propose une grande traversée, une traversée en 5 jours. Donc ça va, c'est court. On a tous 5 jours devant nous. Premier jour, on fait connaissance. Ensuite, on s'ancre dans la gratitude. Ensuite, on honore notre peine au monde. Ensuite, on change de regard. Et ensuite, on va de l'avant. Il faut en faire plus qu'une fois 5 jours. C'est un prix libre en conscience. En général, vous le testez. Vous allez voir et vous revenez et vous voyez ce que ça donne. Parce que la spiritualité, la rejeter en bloc, c'est complètement con. Et la prendre tout en bloc en partant à droite, à gauche et sous les ailes des uns et des autres, c'est un peu bête aussi. C'est vraiment un chemin personnel à faire avec cette histoire de reconnexion à la nature, etc. Ok, mon compte en banque et ma voiture, c'est mon lien à la nature. Mais mon lien à la nature, c'est aussi la forêt qui est au-dessus de chez moi, quand je vais y marcher, quand ça me fait du bien, parce que c'est physiologiquement prouvé que ça fait du bien. Je vous conseille de lire Natura, de Pascal Derme, sorti au Lien qui libère, et aussi de voir son film, Natura, où effectivement des chercheurs du monde entier, maintenant, nous disent, nous ont mesuré, parce qu'il faut des mesures, la physiologie de partout, qu'effectivement, passer un quart d'heure de marche dans une forêt, marcher, ça augmente, ou ça diminue de tant de pourcents les hormones de stress, etc. On a effectivement un lien perdu physiologique à la nature, soit les électrons ou autre chose. Et peut-être que c'est une forme de spiritualité qui veut juste dire que j'appartiens au grand cycle du vivant des écosystèmes du XXIe siècle, où je suis une particule, j'ai de l'hydrogène en moi. Je veux dire, on fait partie du vivant, les 4,5 milliards d'années, on fait partie de ce vivant-là. Voilà, donc peut-être c'est une forme de spiritualité, ça aussi, j'en sais rien. Mais méfions-nous juste des gourous et de ceux qui ont des solutions. Voilà, c'est tout. Moi, j'avais juste envie de rebondir sur ce que tu disais. Non, mais
Bah si, on peut t'applaudir quand même quand tu dis des trucs bien. Moi, j'avais envie de rebondir là-dessus, c'est que effectivement, c'est un chemin personnel et c'est quelque chose qu'on vit à l'intérieur de soi, mais y compris qui nous aide à justement faire face à ces émotions qu'on ressent. Après, l'important, en tout cas pour moi, c'est de ne pas être ni dogmatique, ni illusionné sur le pourquoi on trouve des réponses et des solutions dans ces mouvements spirituels. Après, ce que je trouve important aussi, c'est de ne pas les évacuer, et de ne pas évacuer ou ne pas balayer de la main ces envies qu'on a, de parfois trouver du sens, ou en tout cas une manière de... Voilà, finalement de faire face, y compris à des choses qu'on ne peut pas expliquer, ou qui... Voilà, enfin, moi, je sais que là, récemment... je me suis tournée, j'ai eu besoin, moi, de méditer, d'aller au village des pruniers, de faire comme ça des retraites méditatives. Et c'est pas seulement pour le côté de la retraite, c'est pour ce que ça m'apporte dans ma vie normale, dans ma vie, justement, confrontée tous les jours à cette question de l'effondrement. Peut-être que pour certains, ça sera juste ridicule et que... en faisant du yoga et de la méditation, on croit qu'on va affronter des choses aussi difficiles. Mais moi, juste, il y a des fois, ça m'aide de me rappeler qu'en fait, c'est bon de respirer, quoi. Juste de respirer. C'est-à-dire de s'arrêter, de se dire, OK, ben en fait, là, je suis dans une espèce de tambour, de machine à laver. Et là, on peut reparler aussi de comment, des fois, la vie numérique nous déconnecte de ce mouvement, en fait, vital. Donc, c'est d'aller marcher, mais c'est aussi juste d'être capable de respirer. Voilà. Je peux dire 3 phrases ? Ouais. Toutes les explorations spirituelles sont légitimes. Personne ne peut savoir quelle sera la meilleure pour affronter demain. Et il n'y a pas de profane. Ouais, une dernière question ? Moi, tant que les pèlerinages sont à pied et pas en avion. On va prendre 3 dernières questions courtes et circonstanciées, et après c'est terminé. 3. Oui, bonsoir. Je suis instituteur dans une école alternative, donc je m'occupe de gamins entre 6 et 10 ans. Et j'aurais voulu savoir, pour vous 3, vous 4, à votre avis, qu'est-ce qui est primordial de leur enseigner pour les préparer au monde de demain, dont on ne sait pas bien ce qui sera. Je ne pense pas forcément que ce soit les maths et le français, encore que Vincent disait que il faudra des têtes pensantes, mais voilà, c'est ça ma question. Qu'est-ce qui, une ou deux choses qui, pour chacun, vous semble primordiales pour les gamins? Rémi ? Moi, je dirais la polyvalence. Il va falloir s'adapter à un monde pas plus compliqué, mais où on va avoir besoin de beaucoup de polyvalence, moi je pense. Puisqu'aujourd'hui, c'est l'inverse, on apprend à être spécialiste. Plus on va être spécialiste dans un domaine, et plus on va pouvoir valoriser son temps de travail. Donc aujourd'hui, on peut faire des études, terminer ses études et savoir faire un algorithme, et on va revendre très très cher. Mais finalement, on sait faire que ça, et on est incapable de subvenir à n'importe lequel de nos besoins. Donc je pense que nous, c'est le choix qu'on a fait pour nos enfants, c'est de leur enseigner la polyvalence. Et pour connaître tes enfants, ouais, je crois qu'en tout cas, il y aurait matière à développer un peu plus longtemps, parce que c'est vraiment inspirant, moi je trouve, la manière dont vous les éduquez et les sensibilisez à cette question. Vous les rencontrerez demain sur le stand des vélos. Moi, rapidement, je dirais la confiance en soi et l'humilité. C'est un mot qu'on a dit tout à l'heure, cette question de l'humilité, mais c'est vraiment essentiel, je pense. Et ça va aussi avec cette polyvalence, c'est que voilà, nos enfants, demain, ils seront confrontés à tout un tas de difficultés qu'on appréhende à peine aujourd'hui. Mais en tout cas, de retrouver cette juste place à l'intérieur de la nature et pas seulement de la considérer comme quelque chose d'extérieur à nous, pour moi, c'est vraiment important. Oui, comme Rémi, je tablerai sur la polyvalence, mais aussi vraiment les apprentissages fondamentaux, alors les maths et le français, des structures de connaissances basiques,
élémentaire et facilement généralisable en fait. Et des connaissances fondamentales que l'éducation telle qu'elle est en train d'évoluer squeeze très rapidement au profit d'apprentissages rapides et superficiels qui rendent les enfants d'aujourd'hui plutôt handicapés dans un monde complexe, je pense. La logique. Du coup, ça donne la polyvalence. Un peu d'humilité. Et l'humour. Et la coopération. Ouais. Je crois qu'il y avait encore... il y a plus de questions, mais j'en prends encore 2. Ne vous battez pas. Ah, ça marche. Ouais, c'est bon. C'est Sébastien, ça. Tout à fait. La question, c'est... En fait, j'aimerais bien rebondir sur ce que Vincent a dit tout à l'heure, sur le fait qu'on fait des pièces de théâtre. On est 300 ce soir. Finalement, même si on était 10 000 ou 100 000 par rapport à 60 millions de Français, ça représente que dalle. Comment est-ce qu'on fait pour être plus nombreux ? Alors, c'était une blague tout à l'heure. J'adore les spectacles. Mes travaux ont même servi à écrire une pièce. J'ai été le premier surpris. Donc, c'est possible et c'est très utile. C'est même indispensable. Donc, c'était une moquerie sympathique. Comment on fait ? C'est toute la question que je soulevais tout à l'heure avec le succès de la collapsologie. C'est-à-dire que pour que ça percole à grande échelle, il faut malheureusement, ou peut-être heureusement, je n'en sais rien, il faut peut-être accompagner le drame d'un récit positif. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas si ça engage collectivement et à grande échelle à une action, quelle qu'elle soit. Donc je réponds par un point d'interrogation. Il est manifeste que pour passer à l'échelle, il faut quelque chose qui soit porteur. Alors on pourrait penser à un esprit révolutionnaire comme Juan Branco qui a eu un succès à très grande échelle très rapidement, parce qu'il porte un fantasme légitime qui est le substrat des souffrances populaires, et il a raison de porter ce fantasme-là, et effectivement ça fait passer à l'échelle très vite. Mais en même temps, ça n'est pas sanctionné par un changement de société non plus. Donc je réponds par un point d'interrogation. Je ne sais pas comment passer à l'échelle et en même temps garder l'opération possible, le changement possible. Je n'ai pas de réponse. Juste de ma petite expérience de journaliste, j'ai appris que la meilleure pédagogue jusqu'à présent, ça avait été la catastrophe. Donc, un peu plus de petites catastrophes. C'est ce que j'allais dire. J'ai l'impression qu'on est de plus en plus. Il faut encore une bonne grosse canicule. Enfin, moi, je dirais une grosse. Là. Parce que les 2 qu'on a eues, je ne suis pas sûr que ça suffise. Là. Je pense que c'est ça qui va faire bouger les gens. Mais clairement, on est quand même de plus en plus. Parce qu'il y a un an, on ne pouvait pas en parler. C'était interdit. Aujourd'hui, on peut ouvertement en parler. Et les médias s'y intéressent. Donc, il y a de l'espoir. Mais on peut finir là-dessus. Oh, il a dit espoir. Encore une question ? La dernière ? Je ne sais pas, c'est la personne qui a le micro qui va choisir. Ça marche. Merci pour vos réactions, c'est très intéressant. Ce soir, on a surtout parlé par contre de compréhension, comprendre comment le monde est demain. Et moi, j'ai l'impression qu'en fait, on essaie de résoudre un problème en utilisant les mêmes outils, c'est-à-dire notre cerveau cortex préfrontal. Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de voir le problème d'une autre façon et de sentir plus avec d'autres sens ? Donc au lieu de s'attacher à comprendre et quelle solution, comment on pourrait simplement suivre son cœur et arriver à non pas essayer de comprendre comment y arriver, mais juste faire et y aller et s'adapter, s'exprimer. Ça paraît peut-être un peu flou comme ça, mais moi j'ai réfléchi en tout cas cette façon de voir, au lieu de voir le problème avec nos yeux actuels, essayer de le voir avec d'autres sens, notre cœur. Donc ça touche un peu à la spiritualité peut-être, mais pour moi je le vois d'une façon très réelle dans la vie. On pourrait conclure là-dessus, non ? J'ai pas vraiment de réponse, moi. Laure le soulignait tout à l'heure, je plaide coupable sur la présentation très froide de concepts plutôt abstraits et distanciés par rapport au réel. Il est sûr, en revanche, que rien de ce que j'ai acquis intellectuellement, et c'est pareil pour vous, tout vient de mes émotions. Tout a traversé mon corps à un moment donné, en passant par mes sens, et m'a bouleversé à un moment donné.
C'était le cas pour moi essentiellement lors de l'adolescence, qui est la période de ma vie dans laquelle je suis tombé devant cette réalité rude et j'ai fini de me construire avec elle. Donc même si aujourd'hui, effectivement, mon discours peut paraître plutôt froid, soyez sûrs que je l'énonce avec beaucoup de cœur et de bienveillance pour nous tous, pour ma famille, pour mes proches et pour demain. C'est sûr. En fait, j'ai pas envie qu'on... Non, je pense que c'est une belle conclusion. Te laisser terminer avec les émotions. Merci à vous. Je crois que quand même, pour terminer, on écouterait bien un petit jingle. Il n'est pas prêt. Le jingle. Pour terminer, on écouterait bien un petit jingle. La version longue alors. Oui. Version longue. Allez. Elle est longue. Hein. Merci.